une assistante qui travaille là-dessus et nous avons notre technicienne de laboratoire qui fait des analyses. Alors, nous avons une technique très simple. On utilise les papiers buvards qu'on appelle les FTA Elite. L'avantage avec cette technique, c'est qu'on ne passe pas par l'extraction de l'ADN, parce que pour poser les diagnostics moléculaires, vous devez extraire l'ADN. Nous ponctionnons le liquide amniotique à 17 semaines et on prend un prélève juste 20 cc, hein, c'est pas beaucoup, 20 millilitres de liquide amniotique à la 17e semaine. On amène rapidement au laboratoire, on fait une centrifugation. Vous savez, les liquides amniotiques à 17 semaines, ils contiennent les cellules fétales. Il y a les cellules qui viennent de la desquamation de la peau déjà. Et puis vous avez les cellules de l'arbre urinaire. Parce que les liquides amniotiques, il y a l'amnios qui sécrète une partie et la grande partie, c'est l'urine fétale. Donc, généralement, l'enfant boit l'urine, il urine encore, il boit le liquide amniotique, il urine dans le liquide amniotique. C'est un renouvellement perpétuel. Et donc, à partir de 17 semaines, nous avons suffisamment une bonne concentration de cellules fétales dans les liquides amniotiques. Ce que nous prélevons, 20 millilitres, nous centrifugeons à froid, à 3500 tours pendant 20 minutes. À cette vitesse et pendant une durée de 20 minutes, nous pouvons avoir les cellules fétales qui se posent au fond du tube. On jette le surnageant. Nous prenons le fond, le culot là des cellules fétales, nous diluons avec 40 millilitres de l'eau de PCR et c'est amplement suffisant. Nous remettons les cellules en suspension et on prélève 20 millilitres et nous spotons sur les papiers FTA Elite. Alors c'est une chimie spéciale, c'est une technologie spéciale de ces papiers FTA Elite. Parce que le papier a une chimie spéciale. Le papier prélève l'ADN fétal. Il le fixe et rejette tout ce qui n'est pas ADN ne reste pas. Et généralement, vous séchez le papier pendant 20 minutes à l'air libre. 20 minutes après, vous pouvez commencer les analyses. Donc, le papier fait l'extraction de l'ADN et vous ponctionnez. Maintenant, nous avons des petits pinches vraiment qui coupent à peu près 2 mm de papier et on met dans un tube PCR et c'est fini. Vous faites la réaction d'amplification. Donc nous pouvons ponctionner les liquides amniotiques à 7 heures du matin. À 20 heures, nous sommes capables de vous rendre les résultats. C'est une technique très très rapide. Non seulement nous sommes tentés de valider la technique, mais nous faisons cette technique. Et alors nous, comme nous faisons un travail scientifique, c'est que nous, à la naissance, l'enfant, nous prélevons encore le sang du cordon, nous refaisons encore le diagnostic en utilisant une autre méthode qu'on appelle le starting out. Et à 100%, nous tombons sur le même diagnostic. D'ailleurs, c'est une perte de temps même. Parce que la technique elle-même a été déjà certifiée. Tout comme à partir de la salive. Hein. Alors, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'est une technique qu'on a mise au point juste pour des pays à faible revenu comme le nôtre. Avec ce papier, quand vous avez spoté soit la salive, soit le sang, soit le liquide amniotique, vous séchez pendant 20 minutes. Vous pouvez mettre dans une enveloppe et envoyer ça par poste. Et là où ça arrive au laboratoire, même nous avons fait cette histoire, même 45 jours après, ces papiers-là restent valables. Donc c'est très bien adapté. Par exemple, le Lubumbashi, parce qu'ils n'ont pas encore cette... on peut vous envoyer ces papiers, vous faites des prélèvements, vous pouvez envoyer une semaine après s'il y a un voyageur, vous n'avez pas à vous soucier. Parce que vous pouvez même envoyer par poste, mais chez nous la poste ne fonctionne plus. Hein, mais des voyageurs. Donc voilà. Donc c'est quelque chose qui... Bon, pourquoi on fait les diagnostics anténatales? Bon, c'est pas nécessairement pour interrompre la grossesse, mais au moins c'est pour une prise en charge précoce.
de l'enfant. De la même façon, on fait les diagnostics néonatales. Pourquoi on fait les diagnostics néonatales? Parce que l'enfant est né. Pourquoi vous faites les diagnostics néonatales? Ce n'est pas pour tuer l'enfant, ce n'est pas pour sacrifier l'enfant. C'est pour que vous puissiez vous apprêter pour mieux prendre en charge l'enfant. Parce que très souvent, ce sont des enfants qui vont mourir avant même que les diagnostics ne soient posés. Le professeur Nguyulu en a une expérience. Beaucoup d'enfants drépanocytaires meurent même avant qu'on pose des diagnostics. Beaucoup d'enfants meurent comme ça. Donc, je crois que les congressistes qui entrent, oui, docteur, je crois, oui. Ah non, les papiers, disons que nous avons bénéficié seulement d'une coopération avec l'université, la KU Leuven, les laboratoires des centres génétiques humaines de la Gastusberg. Sont eux qui nous ont envoyé ça. Mais les papiers ne coûtent pas cher. Hein. Je ne connais pas les prix, mais ça ne coûte pas cher. Nous, dans le cadre de la coopération, et comme ils soutenaient les labos, parce que ce sont eux qui ont ouvert les labos, et c'est comme ça qu'ils nous ont envoyé les papiers. Ils nous envoient les papiers gratuitement. Mais le papier en soi ne coûte pas cher. Je crois qu'il doit avoir, pour une cinquantaine de papiers, vous êtes aux environs de $25. Oui, c'est le diagnostic moléculaire. Oui. En fait, les diagnostics moléculaires, même ici, ne coûtent pas cher, hein, c'est $25. Hein. Ils coûtent autant que l'électrophorèse d'hémoglobine qui vous donne des histoires incroyables là-bas. Ici, je crois que on parle, c'est $25, les diagnostics moléculaires. Parce qu'en fait, nous avons développé une technique d'extraction de l'ADN qui est la moins chère. Donc, nous pouvons faire la préparation de produits pour l'extraction de l'ADN. Et ces produits-là sont gardés à l'air libre, hein, ambiant, et vous pouvez les garder même pendant 5 ans. Donc, les produits d'extraction de l'ADN sont préparés et avec, tous les produits sont ici localement, quoi. C'est pourquoi l'examen lui-même coûte $25. Parce que ce que nous dépensons, c'est quoi? C'est peut-être les réactifs pour la PCR et surtout l'enzyme pour faire l'amplification. Sinon, ça ne coûte pas cher. Et les grands demandeurs de diagnostics moléculaires, c'est le département de pédiatrie aujourd'hui qui pratiquement s'est débarrassé de l'électrophorèse d'hémoglobine. C'est le CEMAS Mabanga et puis jusqu'à 2 ou 3 autres hôpitaux. Les gens peuvent passer là-bas, vous allez avoir des... Oui, oui. Mais les départements de pédiatrie, je crois qu'ils ont oublié l'électrophorèse d'hémoglobine. Hein? Oui. Ce n'est plus dans leur génome. Ce n'est plus dans leur ADN. Bon, je crois que nous appelons Allez, le professeur, venez pour la session qui va commencer. Ici, nous allons parler de la 6e session. Oui, merci. Bon après-midi à tous. Alors, nous avons l'honneur de modérer la 6e session qui sera consacrée à la drépanocytose et recherche phytothérapeutique. Alors, moi, c'est Ngolo Akoto Tenua, professeur à la faculté des sciences. Alors, dans cette session, nous aurons des communications. La première, c'est alicament et drépanocytose. Et ça sera présenté par le professeur Piana de la faculté de sciences. Et je rappelle qu'il est également président du Conseil scientifique national. Monsieur le professeur, vous avez la parole. Merci pour la parole. Je vous souhaite aussi bon après-midi. Je vais commencer par remercier les organisateurs, particulièrement le professeur Mikobi. Je félicite tous ceux qui ont présenté depuis hier. J'ai beaucoup appris. Alors, je vais vous parler des alicaments et la drépanocytose. Moi, je suis chimiste. Je ne suis ni médecin ni pharmacien. Mais en suivant le professeur Nguyulu, il a dit que la drépanocytose est une maladie interdisciplinaire. Si on doit prendre en charge, il faut vraiment une équipe interdisciplinaire. Lui parlait de toutes les disciplines de médecine
Mais aujourd'hui, il a ajouté que même les psychologues toléraient aussi que les chimistes puissent parler. Alors, vous savez, bien que ça soit la première maladie moléculaire, donc qui parle molécule, qui dit molécule dit chimie, quand j'ai commencé à m'intéresser à la drépanocytose, notamment aux plantes, j'ai eu beaucoup d'attaques, beaucoup de problèmes. Il faut dire que avec la drépanocytose, avec moi, c'est un problème de cœur, parce que je suis touché dans ma chair par la drépanocytose. J'ai eu 3 frères et une sœur qui étaient drépanocytaires et qui sont décédés. D'ailleurs, celui qui venait après moi, il est décédé à 32 ans. Donc, si j'étais millionnaire ou milliardaire, je mettrais des millions à la lutte contre la drépanocytose. Mais comme je n'ai pas de millions, j'ai quand même la tête. Je me suis dit, je prends quand même ma tête, je la mets au service de la drépanocytose. Alors, quand je faisais mon DA, j'ai travaillé sur les comportements de l'hémoglobine S comparativement à l'hémoglobine A. D'ailleurs, c'est à cette époque qu'on s'est connu avec le professeur Guillaume. Après cela, j'ai compris que je n'arrivais pas à la solution. Moi, je voulais trouver une solution pour alléger la souffrance des drépanocytaires et surtout des mamans. J'ai vu comment ma maman a souffert avec les enfants drépanocytaires. Alors, c'est comme ça que je vais alors lire un livre qui parlait de cette plante ici. Fagara, c'était un livre sur les plantes qui sont utilisées en Afrique de l'Ouest. Et j'ai commencé donc à m'intéresser aux plantes. Alors, vous savez que les symptômes de la drépanocytose sont connus depuis des années. Les gens en Afrique voyaient ces symptômes. Alors, quand on a des problèmes, normalement, on cherche des solutions dans son environnement immédiat. Et je pense que c'est comme ça que les gens ont commencé à chercher des solutions dans les plantes. Et vous savez que les plantes ont effectivement des effets thérapeutiques et ils aident les drépanocytaires. Alors, notre démarche, vous voyez, souvent on peut dire qu'on commence in vitro et puis après on va in vivo. Mais nous, ce que nous faisons, c'est le contraire. Parce que les gens utilisent déjà in vivo. Donc les praticiens, en famille, on utilise déjà. Ce que nous faisons, nous, c'est vérifier maintenant ce qu'ils disent, si ça a des bases scientifiques. C'est ce que donc nous avons essayé de faire. Quand j'ai lu cette plante, c'était seulement avec un test d'ML, où on met les 100 SS, et puis les 100 SS avec un extrait de la plante, et on voyait si la plante est active, la forme falciforme pouvait revenir à la forme normale. Alors, c'est comme ça que nous avons, avec mon équipe de recherche, nous avons commencé à recenser les plantes qui sont utilisées contre la drépanocytose, qui sont vendues dans les marchés, ainsi de suite. J'ai dit que je suis chimiste. Il y a beaucoup de choses qui m'échappaient. Je ne comprenais pas. Vous savez, souvent je posais des questions aux médecins et j'avais compris parfois un médecin, quand il ne veut pas te donner la réponse qu'il faut, bien il n'en a pas, il va utiliser oui ou 10 mots, gros mots qui se suivent. Avec pâti, ose, hic. Parfois, vous ne retenez que les pâtis, ose, hic. Alors, j'ai mis dans mon équipe, j'ai cherché les biologistes, les pharmaciens, les médecins, les infirmiers. Et puis, comme ça demande les moyens, on a voulu intéresser les autres chercheurs d'autres universités. Et souvent, quand j'allais faire mes visitings, donc, c'est qu'on a fait des enquêtes à Lubumbashi, à Kisangani, à Bukavu, à Kikwit et à Guadolite. Et on a même quelqu'un qui fait sur les plantes utilisées chez les Bachilele, vers Ilebo.
Alors, comment on fait? Comment on a commencé? On n'avait même pas un microscope. Moi, je n'avais même pas un microscope. J'ai pris un microscope du département de biologie. Donc, on prend la goutte de sang SS et puis on met la solution physiologique et puis sur notre lame, on met la goutte avec l'extrait des plantes. Et on a remarqué ça. Quand on a vu au microscope, c'était difficile de convaincre aux gens ce que nous voyons. C'est qu'il fallait soit un microscope qui est lié, il n'y avait pas encore de microscope lié à l'ordinateur comme aujourd'hui, lié à un appareil photo. Bon, on a demandé à un prof qui en avait à cette époque, il a accepté, mais quand nous sommes allés pour prendre la photo, l'appareil est tombé en panne. Alors, c'était avec les étudiants des troisième graduats. L'année suivante, j'ai pris les étudiants des deuxième licence. Et c'est un étudiant qui m'a dit, prof, mais si on prenait seulement l'appareil photo digital, on mettait sur le microscope, est-ce qu'on ne peut pas voir? Essayons. On a essayé, c'était ça, les résultats. On ne savait pas encore comment écrire les articles. On ne savait même pas qu'il y a des revues où c'est difficile de faire passer un article. On a écrit comme ça. On a choisi au hasard. Et on a choisi cette revue qui est, vous connaissez, d'Elsevier. On a envoyé un article très mal écrit. Mais on est tombé sur un bon reviewer qui lui a vu l'image. Là. Il a vu cette image. Cette image l'a marqué et il nous a écrit pour nous dire que ce que vous avez trouvé, c'est très intéressant, mais vous avez mal écrit. Il nous a envoyé d'autres articles, il nous a montré comment il faut faire. Et c'est comme ça que nous avons fait Statistics en 2007. Alors, nous avions un programme informatique qui pouvait calculer les rayons, les diamètres, et la surface des drépanocytes avant les traitements, donc des globules rouges, avant et après. Vous voyez par exemple là, les périmètres avant et les périmètres après traitement. Vous voyez qu'il y a une différence significative. Pour les rayons, par exemple, les programmes n'arrivaient pas à donner les rayons parce que les globules rouges avaient une autre forme. Quand ils reprenaient la forme normale, alors ils donnaient les rayons. Et c'était donc dans cet article, cet article qui nous a propulsés. Et on a commencé, les autres ont commencé à s'intéresser à nous. Est-ce qu'on peut bouger là-bas? Non, c'est même j'ai pris mon pointeur pour être sûr malgré ça. Ok. Alors nous avons fait une première enquête, c'était à Kinshasa, dans tous les marchés de Kinshasa. On a circulé et on a recensé ces plantes. Beaucoup de ces plantes, vous les connaissez. Revenez. Et donc, on a fait les tests des mails et on a retenu donc ces plantes. C'était le premier travail que nous avons fait avec les plantes. Ces plantes sont vendues dans les marchés. C'est-à-dire que les gens savent déjà que ça améliore les conditions des drépanocytaires. Et on a parlé avec ceux qui vendent ces plantes et nous avons donc recensé ces plantes. Est-ce qu'on peut continuer? Alors, après Kinshasa, donc, nous sommes allés à travers les pays, comme je vous ai dit, et nous avons recensé aujourd'hui plus de 180 plantes qui sont utilisées en médecine traditionnelle. Nous commençons d'abord par un test simple, test des mails. Nous confirmons par d'autres tests, Itano, faisons l'hémolyse, les propriétés antioxydantes, parce que pour ceux qui en parlent, pour les stress oxydatifs qu'il y a chez les drépanocytaires, fragilité osmotique, et ainsi de suite. Nous avons fait un bon nombre de publications sur ça, sur les plantes. Ça, c'est pour les plantes de la Chopo. Ça, c'est là, on était encore, je crois, à 80 plantes. Alors, nous avons déterminé les groupes chimiques qui sont responsables de cette activité. Nous avons même... Nous avons même... Allez-y. Continue.
Alors nous avons isolé des molécules. Le professeur Damien Tchibang qui est là, quand il est allé en Afrique du Sud, nous avons donc breveté notamment l'acide bétuinique et macélique, qui sont connus déjà pour d'autres pathologies, mais contre la drépanocytose, ce n'était pas connu. Quand il est allé pour faire son DA, nous avons donc breveté ces molécules-là. D'abord un brevet sud-africain, et puis un brevet de l'Organisation internationale de propriété intellectuelle, et puis un brevet américain. Mais depuis lors, nous avons isolé beaucoup de molécules. La dernière thèse qui a été, nous avons déjà fait au moins 8 thèses sur ces travaux. La dernière thèse qui a été faite, c'est celle du professeur Benjamin, qui a isolé des flavonoïdes. Voilà. Parmi les groupes chimiques que nous avons isolés, il y a les anthocyanes. Vous savez que les anthocyanes sont instables et à la chaleur et à la lumière. Or, les tradis praticiens, les plantes, ils les mettent au soleil et après, ils vous disent va bouillir pendant 1 heure et ainsi de suite. Donc, nous avons fait ça pour montrer que les anthocyanes qui sont responsables de cette activité sont instables. Donc, il faut éviter donc, de bouillir. Alors, parmi ces plantes, il y a des plantes alimentaires. Vous savez que c'est nourrir, c'est soigner. Alors, notre stratégie à nous, ce n'est pas l'hydroxyurée. C'est introduire dans la nourriture du drépanocytaire son médicament. Vous savez, bien que on sait que la quinine, même l'aspirine et les autres sont issus des plantes, mais vous savez que des plantes comme les maniocs, c'est une plante médicinale. L'oignon, l'ail, ainsi de suite. Donc, il y a des gens qui se soignent avec les foufous. Les matins, je crois que les gens avant de sortir, se soignent avec les foufous. Mais quand on parle de plantes médicinales, ils ne veulent pas de plantes médicinales. J'ai eu ces problèmes souvent quand je parle dans les congrès avec les médecins. Je me rappelle, on était avec le prof Chong, où est-ce qu'il est? On était avec lui à un congrès aux affaires étrangères. Et il y avait que les médecins, on était à 2 chimistes. Avant que j'entre, celui qui a organisé m'a dit, toi avec tes plantes là, tous les médecins vont t'attaquer. Effectivement, quand j'ai commencé, il y avait un médecin gabonais qui m'a dit tout simplement, tu es moins sérieux. Comment les plantes? Alors, nous sommes intéressés aux plantes alimentaires. Parmi les 180, il y a au moins 20 plantes alimentaires. Je vais vous donner quelques plantes. Ça, vous connaissez, les Wandu, très connus au Congo central. C'est utilisé déjà au Nigeria comme cyclavite, comme un phytomédicament. Vous avez les sorgho, des gens de Bukavu, parce que j'ai entendu un médecin de Bukavu, si j'allais souvent à Bukavu, c'est vendu. Et quand moi j'arrive à Bukavu, je mange les foufous rouges, qui est des sorgho. Et nous avons même publié sur ça avec les gens de la faculté de pharmacie à Bukavu. Vous avez la patate douce. Tout le monde mange. Les feuilles de patate douce, c'est parmi les légumes les plus riches. C'est une plante médicinale. La patate douce, nous avons publié aussi sur la patate douce. Tout le monde connaît les baobabs qu'on vend. Aujourd'hui, je crois que même le Sénégal exporte ça vers les États-Unis. Et ça a une propriété anti-drépanocytaire. Nous avons publié sur ça. Les autres, vous connaissez. Les goyaves. Et moringa. Moringa ailleurs, c'est utilisé comme légume. Et vous connaissez les propriétés des moringa. Alors, la plante que nous avons vulgarisée, c'est les niébé mbwengi, que tout le monde mange. Et les feuilles, je sais qu'il y a beaucoup de tribus qui mangent les feuilles. Parce que notre problème était qu'il faut soulager la souffrance des drépanocytaires et des familles. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Alors, je me suis retrouvé à Kisangani. J'allais prier chez un pasteur qui était lui-même drépanocytaire. Et j'essayais de lui parler pour lui dire que nous travaillons sur ça. Il ne voulait pas m'entendre. Il m'a envoyé voir sa femme qui a une fondation qui encadre les enfants drépanocytaires. Malheureusement, 2 ans après, quand je suis parti, il est décédé. Et c'est sa femme qui me dit, professeur, venez, nous allons commencer avec ce que vous avez. Nous sommes en 2010. Donc, on a commencé à expliquer. Il faut dire,
on peut envoyer, on peut passer les photos qui sont là. Encore, envoie toutes les photos. Et avec nos moyens, nous avons acheté les haricots, comme ça, pour distribuer aux drépanocytaires. Mais il faut dire qu'on était encore au début. Moi-même, je ne savais pas ce que je devais dire réellement aux gens avec qui on était. J'étais en train de chercher à leur dire s'ils peuvent utiliser les feuilles et tout ça. Et une maman qui était dans la foule me dit non. À cette époque, la route qui reliait Kisangani vers l'est, là-bas, la route n'était pas bonne. Donc, les haricots, les madessous n'arrivaient pas. C'était les mbwengi qui étaient utilisés. Alors, tous les Malais ou quartier, c'était les mbwengi. Et sa fille qui est drépanocytaire, chaque matin, elle allait avec une assiette prendre les mbwengi. Il a remarqué que 6 mois, la fille ne faisait plus de crise. Et elle a parlé, dès qu'elle a parlé, moi je n'avais plus rien à dire. Tout le monde était convaincu qu'on pouvait prendre les mbwengi, les haricots et les feuilles. Parce que chez moi, on mange les feuilles. Et c'est comme ça que nous avons commencé à avancer maintenant avec les plantes. Et nous avons commencé donc à distribuer les mbwengi. On suivait les enfants. Il y a un étudiant de l'ISTEM qui était en dernière année, qui a commencé à suivre ses enfants toutes les 2 semaines pour voir tous les autres paramètres. Quand je suis venu à Kinshasa, avec Madame Nicole, que j'ai vu, Misengabou, que j'ai vu hier ici, c'est elle qui a fait son mémoire de 2e licence à l'ISTEM. Et sur ça, on suivait les enfants ici à Kinshasa. Professeur Nguyoulou, quand il a parlé hier, il a dit qu'il y a des enfants qui ont un peu les dents un peu ressorties. Moi, je ne savais pas que c'était dû. Bon, drépanocytose, ça pouvait entraîner à ça. Parmi les enfants qui ici, il y avait des enfants comme ça, avec les dents un peu ressorties. Moi, je ne savais pas. C'est la sœur d'un enfant qui, après 2 mois, vient me dire que non, mais mon petit frère qui avait les dents un peu ressorties, les dents sont devenues un peu normales. C'est comme si j'ai su que c'était aussi dû à la drépanocytose. Ça, nous avons donc commencé avec les mbwengi, nous sommes passés à la télé, ainsi nous avons sensibilisé. Il faut dire que la sensibilisation, c'est ça la solution pour prévenir. Moi, quand j'enseigne la biophysique dans plusieurs facultés de médecine, chaque fois que j'arrive à ce niveau-là, je sensibilise, je parle aux étudiants. Nous avons fait même des mémoires de TFC sur la connaissance de la drépanocytose dans les milieux universitaires. Et c'est la catastrophe. Quand vous demandez quel est votre électrophorèse, il vous dit non, moi je suis O positif. Alors, c'est comme ça que nous sommes allés aux alicaments. Nous avons été à un congrès au Bénin et là nous avons présenté les plantes qui sont les plantes alimentaires qui ont une activité anti-drépanocytaire. Je vous ai dit que nous avons fait un brevet. En principe, on s'imaginait que si c'était une maladie qui touchait plus les riches, on aurait vendu notre brevet, peut-être qu'on aurait eu beaucoup d'argent. Mais comme c'est une maladie des pauvres, pour mettre au point un médicament, ça demande beaucoup de moyens. Depuis 2011, on n'a pas vu des gens qui ont acheté ces brevets. Et nous sommes dit que, bon, commençons par nos plantes alimentaires. Prenons d'abord un premier groupe, faisons un phytomédicament que nous appelons Drépano Alpha, en espérant qu'il y aura bêta et dans la suite. Nous avons donc fait ces produits-là. Et puis, dernièrement, nous avons mis au point un thé et un alicament. Nous avons aussi une bouillie, parce que notre objectif, c'est vraiment faire des aliments pour drépanocytaires. Nous avons déjà les thés, nous avons la bouillie, nous pensons faire des biscuits, par exemple, même des galettes à partir de ces plantes pour prendre en charge les drépanocytaires. Alors, sur notre phytomédicament, nous avons fait beaucoup d'études, bien que ce soit les plantes alimentaires, mais nous avons quand même essayé de faire tout ce qu'il y a comme toxicité sur les rats, par exemple. Voilà, par exemple, ce que nous faisons. Voilà les taux d'hémoglobine pour les groupes contrôle. Nous donnons la première dose, vous voyez, ça passe de 9 à 14. Et donc, ça monte. Ça, c'est chez les rats. Nous avons fait aussi chez
les cobayes. Là, par exemple, c'est pour les produits, nous prenons notre produit, les 100 SS avant et les 100 SS après. Nous avons fait aussi sur les cobayes. Nous avons évalué aussi ce que peut dépenser un parent d'un enfant drépanocytaire. Nous avons fait des enquêtes dans les hôpitaux, notamment au CEMAS. Et c'est qu'en donnant notre produit, qu'est-ce que nous gagnons comme en unité de sang? Nous avons calculé tout ça, j'espère que je ne dépasse pas le temps. Donc là, sur notre produit qui est entré, il est en voie d'avoir l'AMM. Peut-être, espérons qu'au mois de juillet, à la session de juillet, on pourra avoir l'AMM. Alors, maintenant, je voudrais tout simplement vous taquiner. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui sont pro-hydroxyurée. Moi, ce que je voulais vous proposer, que désormais, quand les malades viennent vous consulter, vous comprenez ce que je veux dire? Dites-leur, allez manger les patates douces, manger les matembele, manger les goyaves, manger ainsi de suite. Parce que vous voyez que la maladie, elle a beaucoup de complications. Et quand nous étudions, nous, les plantes, nous étudions aussi l'activité antibactérienne, nous étudions ainsi de suite. De façon, quand vous donnez la plante, il prend un peu en charge plusieurs aspects donc, de la maladie. Mais je vous ai dit que j'ai eu beaucoup de difficultés. Quand on a commencé, même les chimistes m'ont rejeté. Quand j'ai commencé à faire, ils me disent ça, c'est pas la chimie. Je prends les biologistes disent non, un chimiste ne peut pas diriger un mémoire en biologie. Les médecins ne veulent pas de moi, les pharmaciens me boudent. Mais quand vous avez une idée, persévérez dans cette idée-là. Je suis content aujourd'hui que même les profs qui m'avaient dit à cette époque-là que tous les médecins vont tomber sur toi avec tes plantes, il est venu me dire, est-ce que vous connaissez, il n'y a pas 2 semaines, est-ce que vous connaissez un peu la teneur en éléments minéraux de Moringa ici chez nous, parce que nous voulons les donner comme alicament. J'étais très content, mais je lui ai dit qu'il y a déjà une thèse qui a été faite sur ça, qui vient du professeur Mvumbi, était membre du jury, où on a fait la thèse en collaboration avec Jean de Mons. C'est vous dire que les problèmes qui sont complexes ne peuvent pas être résolus avec une seule discipline. Les problèmes complexes, il faut une approche holistique. Il faut que tout le monde intervienne de façon qu'on travaille ensemble pour trouver la solution au problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement alléger les souffrances des drépanocytaires. S'il faut aller chercher des compétences en médecine, je vais chercher, en psychologie, je vais chercher, en pharmacie, je cherche, je mets ensemble l'essentiel qu'on arrive à la solution. On ne doit pas être dans la lutte des disciplines, mais plutôt mettre les disciplines ensemble pour trouver donc la solution. Voilà, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je crois que je peux m'arrêter là en vous remerciant et en remerciant notre équipe. Beaucoup ne sont pas là, mais nous avons une équipe avec les assistants et ainsi de suite. Je salue la présence de notre maître à tous, le professeur Babadi, qui est ici dans la salle, qui nous a appris un peu les notions sur les plantes médicinales. Je vous remercie. Merci, monsieur le professeur, pour votre exposé. Alors, nous pouvons résumer en ceci, c'est que la drépanocytose est un problème social. Et pour résoudre ce problème, il faudra une approche intégrative, multidisciplinaire et pluridisciplinaire. C'est ce que vous avez qualifié d'approche holistique. Et la solution, c'est la nutrithérapie. Le fait de manger et de s'auto-soigner. Merci encore, monsieur le professeur, pour votre exposé. Alors, le deuxième orateur va parler donc de l'activité antidrépanocytaire de 3 espèces
d'ossimum et leurs molécules. Il s'agit de Madame Dorothée Chilanda. Elle est professeure à la faculté de sciences au département de chimie. Madame, vous avez la parole. Dire merci aux organisateurs, en particulier des professeurs Mikobi, qui nous a associés dans la Société congolaise pour la drépanocytose. Et j'aime bien les SCD, hein. C'est comme un peu des cycle cell disease. Ça fait bien. Voilà, après que le professeur Piana ait balayé comment nous avons commencé, parce que c'est lui qui avait des soucis, nous a mis tous ensemble. Moi aussi, je voudrais d'abord saluer aussi la présence de mon maître. C'est lui qui m'a initié dans les domaines des substances naturelles. Il s'agit du professeur Babadi. Pour ceux à qui nous avons donné TP à médecine il y a des dizaines d'années, ils connaissent très bien le professeur Babadi et nous avons été ses assistants. Voilà. Le thème que nous allons exploiter, c'est activité antidrépanocytaire des 3 espèces, donc ossimum et de leurs composés chimiques. Ossimum, c'est tout simplement des plantes. C'est tout simplement des plantes et nous avons étudié leur activité antidrépanocytaire. J'ai des pointeurs. Si ça ne marche pas. Bon, comme plan de notre présentation, nous avons une brève introduction des méthodes que nous avons utilisées, les résultats, conclusions et un mot de remerciement va s'en suivre. Et plutôt, d'accord. Voilà, je voudrais d'abord ici dire que depuis le commencement, Dieu a créé les plantes. Nous les avons trouvées, n'est-ce pas? Les plantes, nous les avons trouvées, Dieu les avait déjà créées. Et donc, l'homme utilise son environnement naturel pour pouvoir subvenir à ses besoins, notamment l'alimentation. Nous mangeons des plantes pour subvenir aux besoins alimentaires et aussi aux besoins thérapeutiques. Alors, la plante, c'est quoi? C'est tout ce que nous avons trouvé qui comprend tout ce qui vit en état fixé, soit par des racines, arbres, nous avons les fleurs, nous avons des lianes, nous avons des légumes. Alors, les plantes médicinales montrent de plus en plus des effets sur la drépanocytose. Alors, je voudrais un peu ici parler de qu'est-ce que l'on trouve comme vertu dans les plantes. Au fait, dans les plantes, on trouve ce qu'on appelle les métabolites, dont vous n'allez pas trouver sur les dias. Il y a des métabolites primaires, il y a des métabolites secondaires. Les métabolites primaires sont ceux que nous utilisons pour survivre. Je dis toujours aux étudiants, parce que chaque fois que je dois donner cours, je leur donne mon domaine de recherche. Et c'est comme ça que parmi les étudiants, il y en a qui nous présentent des plantes qui ont des vertus et nous les prenons, nous continuons la recherche. Alors, un arbre est fixé avec ses racines, il se retrouve exposé au soleil, il se retrouve exposé aux insectes. Vous et moi, si nous sommes exposés au soleil, nous allons tomber malades. C'est ça, non? Soit nous devons nous couvrir. S'il y a un moustique qui vient nous piquer, la main est là pour venir enlever des moustiques ou bien les chasser. Mais la plante, ce n'est pas le cas. La plante est exposée, est fixe, n'a pas de bras, n'a pas le temps de quitter là où il est pour aller se mettre à l'ombre. Alors, pendant que la plante est exposée au soleil,
pendant qu'il y a des agressions de tout genre, la plante cherche aussi les moyens de se défendre. Eh bien, quand la plante ou l'arbre doit pouvoir se défendre, et il a créé en lui des mécanismes de défense. Et en créant ces mécanismes de défense, c'est là où il a produit ce que l'on appelle les métabolites secondaires. Alors ces métabolites, les dossiers à être exposés au soleil. Moi, si je me mets au soleil pendant 1 heure, 2 heures, j'aurai mal à la tête. Mais la plante est là depuis des années. Il y a des plantes qu'on a trouvées à l'université depuis qu'on était petits. Et aujourd'hui, ils sont là. Ils résistent. Pourquoi? Parce qu'au-dedans d'elles, ils ont créé un mécanisme de défense. Et alors, ces mécanismes de défense créent en eux ce qu'on appelle les métabolites secondaires. Alors, je vais dire que ces métabolites secondaires, c'est ce que le monde a utilisé depuis des années pour pouvoir isoler des médicaments, des molécules qui pouvaient aider à pouvoir soigner les maladies. Le professeur Piana a cité les cas de sol, c'est une plante au travers de laquelle on a isolé l'aspirine, l'acide acétylsalicylique, provient bien de la plante qui s'appelle sol. D'accord? Nous avons la quinine qui a été isolée des quinquina et tant d'autres molécules. C'est pour dire quoi? Pour dire que la démarche que nous avons eue, c'est vers, pour ceux qui aiment des molécules pures, tout comme aussi ceux qui veulent la synergie, peuvent utiliser les plantes. Parce que dans la plante, il y a toute une multitude de molécules. Alors, parmi les métabolites secondaires, j'ai exploité un peu la méthodologie d'un orateur que j'ai suivi il y a quelques jours ici. Il disait, s'il y a ça ici, on ne va pas suivre, c'est mieux qu'on cause. Donc c'est mieux qu'on cause en face au lieu de... Recording in progress. Alors, les métabolites secondaires sont de plusieurs types. Il y a des grandes classes. La première classe qui est connue, sont des polyphénols. Parmi les polyphénols, nous citons les flavonoïdes, les anthocyanes, les leucoanthocyanes et tant d'autres. À part les polyphénols, nous avons les saponosides, nous avons aussi les alcaloïdes qui sont beaucoup utilisés aussi comme médicaments, et nous avons les triterpènes, nous avons les stéroïdes, les quinones libres, les quinones liées. Tout ça sont des groupes chimiques, des groupes de métabolites secondaires qui se retrouvent dans les plantes parce que les plantes doivent lutter, doivent se prévenir, doivent chercher un moyen de défense contre toutes les agressions. Et ce sont cette classe de métabolites secondaires qui ont aussi des propriétés thérapeutiques. J'avance déjà. Voilà, nous avons pour notre étude exploité 3 plantes. Ces 3 plantes sont les ocimum, parce qu'ils sont du même genre, les genres ocimum. Il s'agit de Ocimum basilicum, que l'on appelle mazulu. Là, j'ai cité quelques autres plantes qui sont aromatiques. Il y a les Lipia multiflora, qu'on appelle bulukutu. Là, il y a les Cymbopogon citratus, que l'on appelle Cinda. Nous avons les ciboulettes, donc les dembi, les feuilles de laurier. Voilà, toutes ces choses, c'est ce que nous mangeons, nous assaisonnons, et ça fait partie des plantes aromatiques. Lesquelles plantes aromatiques détiennent les huiles essentielles? Quand on parle des huiles essentielles, il ne s'agit pas des huiles, l'huile comme l'huile de la cuisine, mais ce sont des essences, ce sont des composés volatiles qui présentent aussi beaucoup d'activités antiradicalaires, antibactériennes. Et nous allons le voir au cours de notre présentation que ces mêmes huiles essentielles peuvent aussi avoir des propriétés antifalsémiantes. Alors voilà, nous présentons les genres Ocimum. Là, c'est je ne vois pas loin là-bas, les lumba-lumba que l'on appelle Ocimum gratissimum. En tout cas, je sais qu'il y a des tribus qui utilisent l'Ocimum gratissimum pour assaisonner. Nous avons là, ça c'est une autre espèce
d'Ocimum qui n'est pas ici chez nous et que je ne connais pas. Je ne connais pas son nom. Et là, c'est Ocimum canum. On l'appelle Lueni. Alors, beaucoup d'études ont été réalisées. Il s'est avéré que, par exemple, en Inde, Ocimum canum, qui est Lueni, cette espèce n'est pas ici à Kinshasa. Nous l'avons reçu des Mbujimaï. Donc, nous avons envoyé des gens qui ont récolté pour nous parce que les soucis, c'était quoi? La démarche était Recording in que, progress. comme l'Ocimum basilicum, si vous avez bien vu la liste que le professeur Piana a présentée là-bas, il y avait aussi Ocimum basilicum comme plante répertoriée parmi celles qui sont utilisées contre la drépanocytose. Alors, suivant cette démarche, nous sommes dit, en suivant la chimiotaxonomie, nous pouvons donc incorporer les autres espèces du genre Ocimum. Comme il y a Ocimum basilicum qui a été répertorié, eh bien, nous pouvons prendre aussi Ocimum gratissimum, Ocimum canum. Nous avons cherché d'autres Ocimum. Peut-être qu'il y en a, mais nous, on a trouvé que les trois là sur lesquels nous avons travaillé. Voilà. En Inde, par exemple, ils disent que cette espèce soigne les diabètes de type 2, peut soigner les infections et tant d'autres maladies comme c'est énuméré là. Alors, là, nous avons Ocimum basilicum, qui aussi a présenté, comme je viens de le dire, a été répertorié déjà dans la pharmacopée congolaise comme possédant des propriétés antidrépanocytaires. Et voilà les travaux qui ont été aussi réalisés sur les lumba-lumba. C'est contre la diarrhée, c'est contre les affections respiratoires, la pneumonie. Je sais que même au quartier, si on fait une toux qui traînaille beaucoup, la maman à côté va vous dire, prenez les lumba-lumba, ajoutez, c'est l'échénopodium, une plante là, ajoutez, pilez ensemble l'exudat, ajoutez un peu de sel et on a vu l'efficacité. C'est pour dire donc que ça peut vraiment soigner les affections respiratoires, l'hépatite ou les autres travaux qui ont été réalisés. Alors, l'objectif de cette étude, comme nous pouvons le dire, c'est